L'héros, dans l'armure étincelante. Avez-vous déjà entendu parler d'un héros dont la gloire cache un abîme de ténèbres? Gilles de Rais, maréchal de France, et compagnon de Jeanne d'Arc, semblait être l'incarnation du courage médiéval. Mais sous son armure scintillante se dissimulait une vérité si terrifiante qu'elle pourrait glacer votre sang. Préparez-vous à plonger dans une histoire étrange où la lumière de la gloire se transforme en ombre macabre. Aimez partager et commenter pour faire vivre ce récit et découvrir les secrets de l'histoire étrange. En 1429, Gilles de Rais, à seulement 25 ans, chevauchait aux côtés de Jeanne d'Arc, brandissant l'étendard de la victoire contre les Anglais lors de la guerre de 100 ans. Sa bravoure à Orléans et son rôle dans le couronnement de Charles VII lui valurent des titres des terres et l'admiration de la cour. Imaginez un jeune noble charismatique, aux cheveux noirs, bouclés, dont le regard perçant inspirait à la fois crainte et respect. Les chroniques de l'époque, comme celle de Jean Chartier, décrivant Gilles comme un stratège brillant, un homme dont la présence galvanisait les troupes. Pourtant, derrière ce masque d'héroïsme, des murmures circulaient. Des serviteurs rapportaient des disparitions étranges autour de ces châteaux, des enfants de paysans qui ne revenaient jamais. Gilles vivait dans un luxe extravagant, organisant des banquets somptueux à Tiffauges. Ses dépenses inconsidérées, comme l'achat d'œuvres d'art et de spectacles théâtraux coûteux, commencèrent à épuiser ses richesses. Les historiens modernes comme Georges Bataille suggèrent que cette prodigalité reflétait un déséquilibre mental, une quête désespérée pour combler un vide intérieur. Mais ce n'était que le début. Les salles sans porte de son château, construites dans le secret, allaient bientôt révéler leur véritable dessein. Si vous pensez que l'histoire étrange d'un héros ne peut pas devenir plus sombre, attendez de découvrir ce qui se cachait dans l'ombre de sa gloire. Les salles sans porte. Si vous pensiez que la gloire de Gilles de Rais était son seul visage, préparez-vous à pénétrer dans l'ombre terrifiante de son âme. Les murmures autour de ces châteaux prenaient de l'ampleur et les salles sans porte de Tiffauges devenaient le théâtre de secrets si sombres qu'il défie l'imagination. Plongé dans cette histoire étrange où l'opulence d'un maréchal cache des vérités macabres, aimez partager et commenter pour faire vivre ce récit et dévoiler les mystères de l'histoire étrange. Au début des années 1430, Gilles de Rais, après avoir quitté le champ de bataille, s'était retiré dans ses domaines, notamment le château de Tiffauges, une forteresse imposante, aux murs de pierre grise, perché dans les brumes de la Vendée. Ce lieu autrefois symbole de puissance devint le cœur de ses activités les plus troubles. Les chroniques médiévales, comme celle de l'Inquisition, décrivent des salles secrètes, construites dans les entrailles du château des pièces, sans porte, ni fenêtres accessibles, uniquement par des passages dérobés. Imaginez-vous errant dans des couloirs sombres où chaque pas résonne comme un avertissement, où l'air semble épaissi par une présence invisible. Ces salles, selon les témoignages de l'époque, étaient conçues pour étouffer les cris, pour enfermer des secrets que personne ne devait découvrir. Mais quels secrets! Les rumeurs parlaient d'enfants disparus des fields et filles de paysans, attirés par des promesses de nourriture ou de travail. Les archives historiques, notamment les procès-verbaux de 1440, rapportent que des dizaines, peut-être des centaines d'enfants avaient disparu dans les environs des domaines de Gilles. Les familles, terrifiées, n'osèrent pas accuser directement un homme aussi puissant. Pourtant, des indices troublants commençaient à émerger des vêtements déchirés, retrouvés près des murailles, des os calcinés dans les fossés.
Les serviteurs de Gilles, interrogés plus tard, décrivaient des scènes d'horreur, des rituels nocturnes, où le maréchal, autrefois héros, s'adonnait à des pratiques occultes. Gilles, selon l'historien Jacques Chifolot, était fasciné par l'alchimie et la sorcellerie, une obsession courante au Moyen Âge, mais qui chez lui prenait une tournure sinistre. Il s'entoura de personnages douteux comme Francesco Prelati, un prétendu sorcier italien qui promettait de conjurer des démons pour restaurer la fortune de Gilles. Ces rituels décrits dans les confessions de Prelati impliquaient des sacrifices humains, des cercles de sang tracés sur le sol, des salles sans porte. Imaginez l'effroi d'un serviteur découvrant une pièce où des chandelles vacillantes éclairaient des symboles ésotériques où l'odeur métallique du sang se mêlait à celle de l'encens. Les analyses psychologiques modernes, comme celle du psychiatre Carl Jung sur les archétypes de l'ombre, suggèrent que Gilles incarnait une dualité terrifiante, le héros public et le monstre intérieur. Sa quête de pouvoir surnaturel, alimentée par sa peur de perdre son statut, le poussa à des extrêmes. Les témoignages des victimes, bien que fragmentaires, peignent un tableau glaçant des enfants, attirés dans le château, sous de faux prétextes conduits dans ces salles, où aucun cri ne pouvait s'échapper. Pourtant, Gilles n'était pas seulement un prédateur. Ses contemporains notèrent son amour pour l'art et la musique, organisant des pièces de théâtre somptueuses pour glorifier ses exploits. Cette contradiction fascine les historiens modernes. Comment un homme capable de tant de beauté pouvait-il sombrer dans une telle horreur? Était-ce la pression de la guerre, la perte de Jeanne d'Arc ou un vide spirituel qui le consumait? Les salles sans porte de Tiffauges, loin d'être de simples pièces, devinrent des métaphores de son âme, des espaces clos, dépourvus de lumière, où ses démons intérieurs régnaient. Les murmures devinrent des accusations. En 438, l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit, commença à enquêter sur les disparitions. Les paysans, d'abord, réticents, se mirent à parler, décrivant des charrettes quittant le château, la nuit chargée de sacs lourds. Les archives de l'Inquisition révèlent que Gilles, conscient des soupçons, renforça les fortifications de Tiffauges, comme s'il cherchait à se protéger d'un jugement imminent. Mais pouvait-il vraiment échapper à ses propres ténèbres si les salles sans porte vous glacent déjà le sang? Attendez de découvrir ce que Gilles confessera sous la pression de l'Inquisition. La vérité plus terrifiante encore vous attend dans l'ombre de cette histoire étrange. Gilles de Retz, dans les années 1430, vivait dans un monde où la frontière entre le sacré et le profane était floue. Le Moyen-Âge, marqué par une fascination pour l'occulte, voyait des nobles et des érudits s'aventurer dans des pratiques interdites. Mais Gilles alla bien au-delà. Les salles sans porte construites avec une précision obsessionnelle étaient plus qu'un caprice architectural. Selon les témoignages recueillis lors de son procès, ces pièces étaient conçues pour des rituels où Gilles cherchait à invoquer des forces surnaturelles. Francesco Prelati, son acolyte, affirmait pouvoir communiquer avec un démon nommé Baron qui promettait richesses et pouvoir. Les descriptions de Prelati, bien que probablement exagérées, pour sauver sa propre peau, parlent de cercles de sel de chandelles noires et de sacrifices qui faisaient frémir même les serviteurs les plus endurcis. Imaginez un instant que vous êtes un paysan du XVe siècle vivant à l'ombre du château de Tiffauges. Vos enfants affamés par les guerres et les famines sont attirés par les promesses d'un noble charismatique. Vous les voyez partir un sourire timide sur leur visage pour ne jamais revenir. Les archives de l'époque, bien que lacunaires, rapportent des plaintes de familles désespérées. Une mère citée dans les documents de l'Inquisition
décrivit comment son fils de 10 ans avait été vu entrant dans le château, mais personne ne pouvait confirmer sa sortie. Ces récits, chargés de douleur, résonnent encore, aujourd'hui, rappelant la vulnérabilité des plus faibles face au pouvoir. Les analyses modernes, comme celle de l'historien Matei Kazaku, suggèrent que Gilles souffrait peut-être d'un trouble de la personnalité narcissique, exacerbé par sa chute financière et sociale. Après la guerre privée, de l'adrénaline des batailles et de l'admiration de la cour, il chercha à combler ce vide par des moyens extrêmes. L'alchimie à l'époque était perçue comme une science légitime, mais les pratiques de Gilles dépassaient toute rationalité. Il dépensait des fortunes pour acquérir des grimoires rares, des potions et des objets soi-disant magiques. Prelati, un charlatan habile, exploitait cette obsession, organisant des cérémonies où Gilles, vêtu de robes écarlates, jouait le rôle d'un prêtre profane. Mais les salles sans porte n'étaient pas seulement des lieux de rituel. Elles servaient aussi à dissimuler les preuves des crimes. Les serviteurs, interrogés en 1440, racontèrent comment Gilles ordonnait que les corps soient brûlés dans des fours cachés ou jetés dans les douves. L'odeur de chair calcinée, bien que masquée par l'encens, hantait les couloirs du château. Les psychologues modernes, comme Philippe Zimbardo, expliquent que de tels actes peuvent résulter d'une désensibilisation progressive. Gilles, habitué à la violence des champs de bataille, aurait perdu toute empathie, transformant ses victimes en simples objets. Pourtant, il y avait des moments où Gilles semblait rongé par la culpabilité. Les chroniques rapportent qu'il assistait à des messes avec une ferveur inhabituelle, comme s'il cherchait le pardon. Cette dualité, le monstre et l'homme pieux, rend son personnage encore plus troublant. Était-il pleinement conscient de l'horreur de ses actes, ou était-il prisonnier de ses propres illusions? Les salles sans porte, avec leurs murs épais, étaient peut-être aussi un moyen de contenir sa propre conscience, de l'enfermer, loin de la lumière. À mesure que les disparitions s'accumulaient, la peur s'installa dans les villages. Les paysans évitaient de s'approcher du château, et les marchands refusaient de livrer des provisions sans escorte. Gilles, sentant la pression monter, devint de plus en plus paranoïaque. Il renforça ses défenses, engagea des mercenaires et interdit à quiconque d'entrer dans certaines parties de Tiffauges. Mais les murmures ne pouvaient être tus. L'évêque de Nantes, alerté par les plaintes, commença à rassembler des preuves. Les salles sans porte, autrefois un refuge pour ses secrets, devinrent une prison pour Gilles lui-même. Si cette plongée dans les ténèbres de Tiffauges vous a glacé le sang, la prochaine étape de cette histoire étrange est encore plus terrifiante. Que se passait-il lorsque Gilles, acculé par l'Inquisition, fut forcé de révéler la vérité, les confessions d'un monstre? Avez-vous déjà imaginé ce que ressent un homme confronté à ses propres ténèbres? Gilles de Retz, héros déchu et maître des salles sans porte, fut acculé par l'Inquisition en 1440, forcé de dévoiler des vérités si atroces qu'elles choquèrent même les juges endurcis de l'époque. Plongé dans cette histoire étrange où les confessions d'un monstre révèlent l'ampleur de sa chute, aimez partager et commenter pour faire vivre ce récit et explorer les abysses de l'histoire étrange. En septembre 1440, Gilles de Retz fut arrêté à la suite d'une enquête menée par l'évêque de Nantes, Jean de Malestroit. Les accusations étaient graves hérésies, sorcellerie, et plus terrifiante encore, le meurtre de dizaines, peut-être de centaines d'enfants. Les archives du procès, conservées à Nantes, décrivent un homme qui, face à ses juges, oscillait entre arrogance et désespoir. Imaginez une salle froide, éclairée par des torches vacillantes, où Gilles, vêtu de vêtements autrefois somptueux, se tenait enchaîné, ses cheveux noirs, ébouriffé,
et son regard perçant fixé sur les juges. Les transcriptions du procès, publiées par l'historien Georges Bataille, révèlent que Gilles commença par nier les accusations avec véhémence, revendiquant son statut de maréchal de France. Mais sous la pression des témoignages accablants, il céda. Ses confessions arrachées sous la menace de la torture sont parmi les plus glaçantes de l'histoire médiévale. Gilles admit avoir attiré des enfants dans ses châteaux. Tifauge Machécoul Chantossé, sous prétexte de les employer comme pages ou serviteurs. Une fois isolés dans les salles sans porte, ils étaient soumis à des actes d'une cruauté inimaginable. Selon les témoignages de ses complices, comme Henriette et Poitou-Gilles, prenait plaisir à torturer ses victimes avant de les sacrifier dans des rituels occultes. Les détails, bien que censurés dans certains documents de l'époque, parlent de mutilations de sacrifices rituels et de tentatives d'alchimie visant à invoquer des démons. Les historiens modernes comme Mattei Kazaku estiment que le nombre de victimes pourrait atteindre 140, bien que ce chiffre reste débattu. Les enfants, majoritairement des garçons âgés de 7 à 14 ans, étaient souvent des orphelins ou des paysans pauvres, choisis pour leur vulnérabilité. Les parents, terrifiés par le pouvoir de Gilles, n'osaient pas protester. Imaginez la douleur d'une mère ou d'un père impuissant face à la disparition de leur enfant, conscient qu'un noble intouchable était responsable. Cette impuissance, mêlée de terreur, résonne encore aujourd'hui, rappelant les abus de pouvoir qui persistent à travers les âges. Les analyses psychologiques modernes, comme celle du psychiatre Hervé Clecley sur les psychopathes, suggèrent que Gilles présentait des traits de psychopathie, absence d'empathie, impulsivité et une fascination pour le contrôle. Pourtant, ces confessions révèlent aussi une forme de remords. Lors du procès, il pleura en décrivant certains de ses crimes, implorant le pardon de Dieu et des familles. Était-ce sincère ou un ultime stratagème pour sauver sa vie? Les juges, choqués par l'ampleur des atrocités, ne furent pas émus. Les complices de Gilles, dont Francesco Prelati, jouèrent un rôle clé dans ces crimes. Prelati, un alchimiste charismatique, avait convaincu Gilles que des sacrifices humains pouvaient invoquer des richesses infinies. Les archives décrivent des scènes où Gilles et Prelati, entourés de chandelles et de symboles occultes, tentaient de communiquer avec des entités surnaturelles. Ces rituels, bien que probablement illusoires, reflétèrent l'obsession de Gilles pour le pouvoir et l'immortalité. Les psychologues modernes, comme Carl Jung, pourraient y voir une manifestation de l'archétype de l'ombre, la part sombre de l'âme humaine, libérée par une combinaison de traumas de pouvoir et de désespoir. Le procès de Gilles ne fut pas seulement une affaire criminelle, mais aussi un spectacle politique. L'Église, affaiblie par les guerres et les schismes, cherchait à réaffirmer son autorité. Condamner un homme aussi puissant que Gilles envoyait un message clair. Personne n'était au-dessus de la loi divine. Les témoignages des serviteurs forcés de nettoyer les salles sans porte, après les crimes, décrivent des scènes d'horreur, des murs tachés de sang, des restes humains brûlés dans des fours cachés. Ces détails, bien que difficiles à lire, sont essentiels pour comprendre l'ampleur de la dépravation de Gilles. Pourtant, même dans ses confessions, Gilles conservait une aura de mystère. Il décrivit ses actes comme une forme de quête spirituelle, une tentative de transcender la condition humaine. Cette justification, bien que grotesque, reflète peut-être une vérité plus profonde. Gilles déchiré, entre sa foi chrétienne et ses pulsions destructrices, était un homme brisé par ses propres contradictions. Les historiens comme Norman Cohn notent que l'époque médiévale, avec ses croyances en la sorcellerie et les démons,
a peut-être amplifié les délires de Gilles, le poussant à croire en ses propres illusions. Le procès attira des foules immenses venues assister à la chute d'un héros. Les récits de l'époque décrivent une atmosphère de peur et de fascination, comme si le public cherchait à comprendre comment un homme pouvait tomber si bas. Les juges confrontés à des aveux si monstrueux durent eux-mêmes lutter contre l'incrédulité. Gilles, malgré ses larmes, ne put échapper à son destin. Mais ce n'est pas la fin de cette histoire étrange. La sentence de Gilles et son exécution publique allaient révéler une dernière facette de sa personnalité plus troublante encore. Êtes-vous prêt à découvrir comment un monstre affronta sa fin? La chute d'un héros déchu. En octobre 1440, les murs de Nantes résonnaient des cris d'une foule assoiffée de justice. Gilles de Reyss, jadis, héros de la guerre de 100 ans, se tenait désormais face à son destin, ses crimes exposés au grand jour. Cette histoire étrange dévoile une exécution publique qui choqua la France médiévale et laissa une marque indélébile, aimée, partagée et commentée pour plonger plus profondément dans les ténèbres de l'histoire étrange. Le procès de Gilles, qui s'étendit sur plusieurs semaines, culmina dans une sentence implacable, la mort par pendaison et le bûcher. Les archives de l'Inquisition, minutieusement conservées, décrivent une scène théâtrale où Gilles, vêtu d'une simple tunique, monta sur l'échafaud devant une foule immense. Imaginez l'odeur âcre de la fumée, le murmure des spectateurs, oscillant entre horreur et fascination, et les cloches de l'église sonnant comme un glas. Les chroniques, telles que celles de Jean Chartier, rapportent que Gilles, dans ses derniers moments, tenta de se réconcilier avec Dieu. Il s'adressa à la foule, implorant le pardon pour ses péchés innommables et exhortant les parents à protéger leurs enfants. Ce revirement sincère ou calculé troubla ceux qui l'entendirent. Mais qui était cet homme sur l'échafaud? Était-ce le maréchal triomphant qui avait chevauché aux côtés de Jeanne d'Arc, ou le monstre qui avait sacrifié des innocents dans des rituels occultes? Les témoignages des exécutions médiévales, comme ceux analysés par l'historien Michel Foucault, soulignent que de tels événements étaient autant des spectacles de pouvoir que des actes de justice. L'Église et la couronne, en condamnant Gilles, cherchaient à réaffirmer leur autorité face à un noble qui avait défié toutes les lois humaines et divines. Pourtant, l'exécution de Gilles ne fut pas une simple formalité. Selon les récits de l'époque, son corps, après avoir été pendu, fut retiré du bûcher avant d'être entièrement consumé sur ordre de nobles locaux qui voyaient encore en lui un héros de guerre. Ce geste rare pour un criminel de son envergure reflète la complexité de son héritage. Les archives mentionnent que des femmes de la noblesse, émues par ses dernières paroles, payèrent pour que son corps soit enterré en terre consacrée. Cette clémence inattendue soulève des questions. Gilles avait-il réussi, même à la fin, à manipuler ceux qui l'entouraient? Les analyses modernes, comme celle de la psychologue Elisabeth Loftus sur la mémoire et la manipulation, suggèrent que Gilles, par ses confessions publiques et son apparente repentance, cherchait peut-être à façonner sa légende. Ses complices, comme Francesco Prelati, furent également jugés, mais leur peine, moins sévère, montre que Gilles était perçu comme le principal instigateur. Prelati, dans ses propres aveux, décrivit Gilles comme un homme possédé par une soif de pouvoir surnaturel, incapable de s'arrêter, même lorsqu'il voyait l'horreur de ses actes. La chute de Gilles marqua également un tournant dans la perception des nobles au Moyen Âge. Avant son procès, les seigneurs féodaux jouissaient d'une quasi-immunité. L'exécution d'un maréchal de France envoya un message clair. Même les puissants devaient
répondre de leurs crimes. Les historiens, comme Norman Cohn, notent que le procès de Gilles alimenta la peur collective des pratiques occultes, contribuant à l'hystérie des chasses aux sorcières qui allaient bientôt balayer l'Europe. Mais l'histoire de Gilles ne s'arrête pas à sa mort. Les rumeurs persistèrent alimentées par des récits de paysans prétendant avoir vu son fantôme errer dans les ruines de Tiffauges. Ces légendes, bien que probablement apocryphes, reflètent l'impact durable de ces crimes sur l'imaginaire collectif. Les salles sans porte, désormais vides, devinrent des symboles de l'horreur des lieux où le mal semblait avoir laissé une empreinte indélébile. Les contemporains de Gilles, y compris ceux qui l'avaient admiré, furent forcés de réévaluer son héritage. Les chroniques de l'époque, comme celle de l'évêque Malestroit, décrivent un homme dont la dualité, héros et monstre, défiait toute compréhension. Les analyses modernes, comme celle de l'historien Philippe Contamine, suggèrent que la guerre de Cent-Éon, avec ses violences incessantes, aurait pu briser l'équilibre mental de Gilles, le poussant vers une quête destructrice de sens. L'exécution publique ne fut pas seulement la fin d'un homme, mais aussi le début d'une légende noire. Les chansons et récits populaires qui circulaient dans les tavernes de Nantes transformèrent de Gilles en une figure à la fois fascinante et terrifiante. Cette ambiguïté continue d'intriguer les chercheurs. Était-il un produit de son époque, ou un monstre unique en son genre? Si la chute de Gilles vous a bouleversé, attendez de découvrir comment son ombre a continué à hanter la France, bien après sa mort. La prochaine étape de cette histoire, étrange, explore l'héritage qu'il a laissé plus troublant encore que ses crimes. L'héritage d'une légende noire. La fumée du bûcher s'était dissipée, mais l'ombre de Gilles de Rais continuait de planer sur la France médiévale. Comment un homme, autrefois célébré comme héros, pouvait-il devenir une figure de cauchemar dont le nom faisait trembler les générations? Cette histoire étrange explore l'héritage de Gilles, un mélange de mythes de terreur et de fascination qui persiste encore aujourd'hui. Aimez partager et commenter pour faire vivre ce récit et plonger dans les méandres de l'histoire étrange. Après l'exécution de Gilles, en octobre 1440, son nom devint synonyme d'horreur. Les archives de Nantes conservées dans les registres de l'Inquisition montrent que son procès ne fut pas seulement un événement judiciaire, mais un tournant culturel. Les récits de ces crimes amplifiés par les prêcheurs et les conteurs se répandirent comme une traînée de poudre. Les villageois terrifiés transformèrent Gilles en une sorte de croque-mitaine, un avertissement vivant pour les enfants désobéissants. Imaginez une mère dans une chaumière obscure, murmurant à son fils « Si tu t'éloignes, le maréchal viendra te chercher ». Ces récits, bien que simplifiés, reflétaient une peur collective face à l'inconcevable. Comment un héros pouvait-il devenir un monstre? Les châteaux de Gilles, Tiffauges, Machécoul, Champtocé, devinrent des lieux maudits. Les chroniques de l'époque, comme celle de Jean de Malestroit, rapportent que les paysans évitaient de s'approcher de ces forteresses, convaincus que les âmes des victimes hantaient encore les salles sans porte. Les rumeurs de phénomènes surnaturels, comme des pleurs d'enfants, entendus dans la nuit, alimentèrent les légendes. Bien que ces histoires soient probablement apocryphes, elles témoignent de l'impact psychologique des crimes de Gilles sur les communautés locales. Les historiens modernes comme Barbara Tuchman notent que l'époque médinévale était particulièrement sensible aux récits de damnation, ce qui donna à l'histoire de Gilles une dimension presque mythologique. Pourtant, l'héritage de Gilles ne se limita pas aux légendes populaires. Son procès marqua un précédent dans l'histoire judiciaire européenne. Selon l'historien Norman Cohn, l'affaire Gilles de Rais
contribua à cristalliser les peurs de l'occulte, préparant le terrain pour les grandes chasses aux sorcières des XVI et XVIIe siècles. Les accusations de sorcellerie portées contre Gilles, bien que probablement exagérées pour servir les intérêts de l'Église, devinrent un modèle pour les procès futurs. Les descriptions de ces rituels impliquant des cercles de sang et des invocations démoniaques furent reprises dans des pamphlets religieux, alimentant une paranoïa collective. Étonnamment, Gilles conserva une certaine aura auprès de certains nobles. Les archives montrent que sa famille, bien que déshonorée, tenta de préserver son héritage militaire. Sa fille Marie de Retz hérita de certains de ses domaines, mais elle vécut dans l'ombre de la disgrâce paternelle. Les historiens comme Mattei Casacu soulignent que la noblesse locale, encore attachée à l'image du héros de la guerre de 100 ans, chercha à minimiser les crimes de Gilles, les attribuant à des calomnies ou à une folie passagère. Cette ambivalence reflète la complexité de son personnage, un homme capable d'actes héroïques et d'atrocités inimaginables. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant sur l'héritage de Gilles. Les psychologues, comme Philippe Zimbardo, suggèrent que son cas illustre le phénomène de la banalité du mal, comment des individus dans des contextes de pouvoir absolu peuvent perdre tout sens moral. La guerre de 100 ans, avec ses massacres et ses trahisons, aurait pu désensibiliser Gilles, le poussant à voir ses victimes comme des objets plutôt que des êtres humains. Cette perspective, bien que troublante, invite à réfléchir sur les mécanismes qui transforment un homme en monstre. L'héritage de Gilles s'étend également à la culture populaire. Au XIXe siècle, des écrivains comme Charles Perrault s'inspirèrent peut-être de son histoire pour créer le conte de Barbe Bleue, un noble qui tue ses épouses dans une chambre secrète. Bien que le lien entre Gilles et Barbe Bleue reste débattu, les similitudes sont frappantes, un château isolé des victimes innocentes, une pièce interdite. Cette connexion explorée par l'historien littéraire Marina Warner montre comment l'histoire étrange de Gilles a transcendé son époque pour devenir une métaphore universelle du mal caché. Mais l'héritage de Gilles n'est pas seulement littéraire. Les ruines de Tiffauges, encore visibles aujourd'hui, attirent des curieux et des historiens fascinés par cette figure ambiguë. Les guides touristiques locaux racontent des anecdotes sur des visiteurs prétendant avoir ressenti une présence dans les anciennes salles du château. Ces récits, bien que non vérifiés, témoignent de la puissance durable de la légende de Gilles. Les archéologues, comme ceux de l'université de Nantes, ont tenté de fouiller les sites pour retrouver des traces des salles sans porte, mais les destructions successives des châteaux ont rendu cette tâche presque impossible. L'impact de Gilles sur la société médiévale ne peut être sous-estimé. Son procès révéla les failles du système féodal, où les puissants pouvaient agir en toute impunité. Les familles des victimes, bien que rarement mentionnées dans les archives, trouvèrent une forme de justice, mais leur douleur resta dans l'ombre. Imaginez une communauté dévastée, où chaque famille avait perdu un enfant, forcé de reconstruire sa vie sous le poids du traumatisme. Cette souffrance collective, bien que peu documentée, est une partie essentielle de l'héritage de Gilles. Si l'histoire de Gilles vous a captivé, la prochaine étape de cette histoire étrange est encore plus surprenante. Comment ces crimes ont-ils influencé les générations futures et quelles vérités cachées restent à découvrir les ombres du mythe. Les cendres de Gilles de Retz s'étaient dispersées, mais son ombre s'étendait bien au-delà de son exécution, tissant un mythe qui allait hanter l'imaginaire européen. Dans les années qui suivirent l'exécution de Gilles en 1440, son nom devint
un symbole d'horreur dans toute la France. Les conteurs dans les marchés et les tavernes transformaient ces crimes en récits effrayants mêlant faits réels et fiction. Les archives locales, comme celles conservées à Nantes, montrent que les récits populaires attribuaient à Gilles des pouvoirs surnaturels, certains prétendant qu'il avait conclu un pacte avec le diable. Imaginez un enfant blotti dans l'obscurité d'une chaumière, écoutant sa grand-mère murmurer des histoires sur un noble qui rôdait la nuit, attirant les imprudents dans son château maudit. Ces récits, bien que souvent éloignés de la vérité, reflétaient une peur collective face à l'incompréhensible comment un héros de la guerre de 100 ans avait-il pu sombrer dans une telle abomination. Les historiens comme Norman Cohn notent que l'affaire Gilles de Retz alimenta l'hystérie autour de la sorcellerie qui atteignit son apogée un siècle plus tard. Les descriptions des rituels occultes de Gilles, détaillées dans les transcriptions du procès, devinrent un modèle pour les accusations portées lors des chasses aux sorcières. Les pamphlets religieux, distribués dans les églises, utilisaient son cas pour mettre en garde contre les dangers de l'hérésie et de l'alchimie. Ces textes, souvent exagérés, décrivaient Gilles comme un homme possédé, manipulé par des forces démoniaques. Cette image, bien que probablement faussée, renforça l'idée que le mal pouvait se cacher derrière les apparences les plus nobles. Pourtant, l'héritage de Gilles n'était pas uniquement négatif. Son procès marqua un tournant dans l'histoire judiciaire européenne. Avant 1440, les seigneurs féodaux jouissaient d'une quasi-immunité, leurs crimes souvent ignorés par les autorités. La condamnation d'un maréchal de France, comme l'explique l'historien Philippe Contamine, envoya un message puissant. Même les puissants devaient répondre de leurs actes. Ce précédent contribua à renforcer le pouvoir des tribunaux ecclésiastiques et séculiers, posant les bases d'un système judiciaire plus structuré. Les familles des victimes, bien que rarement mentionnées dans les archives, trouvèrent une forme de justice, même si leur douleur resta dans l'ombre. L'impact de Gilles s'étendit également à la littérature et à la culture populaire. Les similitudes entre son histoire et le conte de Barbe Bleue, popularisé par Charles Perrault au XVIIe siècle, sont frappantes. Les chercheurs, comme Marina Warner, suggèrent que Gilles a inspiré ce personnage de noble meurtrier, enfermant ses victimes dans une pièce secrète. Bien que le lien ne soit pas formellement prouvé, l'idée d'un château cachant des horreurs devint un motif récurrent dans les contes européens. Cette connexion transforma Gilles en une figure intemporelle, un symbole du mal, tapi sous la respectabilité. Les châteaux de Gilles, notamment Tiffauges, devinrent des lieux de pèlerinage pour les curieux et les amateurs d'histoires macabres. Les ruines encore visibles aujourd'hui attirent des visiteurs fascinés par l'histoire étrange de cet homme. Les guides locaux racontent des anecdotes sur des phénomènes inexpliqués, des ombres mouvantes, des murmures dans les couloirs. Bien que ces récits soient probablement des embellissements touristiques, ils témoignent de la puissance durable de la légende de Gilles. Les archéologues, comme ceux de l'université de Nantes, ont fouillé les sites dans l'espoir de retrouver des traces des salles sans porte, mais les destructions successives ont effacé la plupart des preuves matérielles. Les analyses psychologiques modernes offrent un éclairage nouveau sur l'héritage de Gilles. Les travaux de Philippe Zimbardo sur la banalité du mal suggèrent que les circonstances, la guerre, le pouvoir absolu, la perte de repères moraux, peuvent transformer un individu en monstre. Gilles, ayant connu la gloire sur les champs de bataille, aurait été consumé par un vide existentiel après la guerre. Sa quête d'alchimie et de pouvoir surnaturel, guidée par des charlatans,
comme Francesco Prelati, reflète une tentative désespérée de retrouver un sens à sa vie. Cette perspective, bien que troublante, invite à réfléchir sur la fragilité de la moralité humaine. L'héritage de Gilles toucha aussi les proches de ses victimes. Les archives mentionnent peu les familles des enfants disparus, mais leur douleur est palpable dans les rares témoignages. Une mère interrogée lors du procès décrivit la perte de son fils comme une blessure qui ne guérirait jamais. Ces voix, souvent ignorées par l'histoire officielle, rappellent que l'histoire étrange de Gilles est aussi celle de ses victimes dont les vies furent brisées par un homme qu'il voyait comme un protecteur. Cette dimension humaine, bien que moins spectaculaire que les récits de sorcellerie, est essentielle pour comprendre l'impact de ces crimes. Étonnamment, certains aspects positifs de la vie de Gilles survécurent dans l'ombre de sa disgrâce. Sa passion pour l'art et le théâtre, bien que financé par ses dépenses extravagantes, laissa une marque dans la culture médiévale. Les pièces qu'il commandita, comme le mystère du siège d'Orléans, furent parmi les premières représentations théâtrales à grande échelle en France. Ses contributions, bien que ternies par ses crimes, montrent la complexité d'un homme déchiré entre lumière et ténèbres. Si l'empreinte de Gilles sur la culture et la justice vous a captivé, la prochaine étape de cette histoire étrange révèle comment son mythe continue d'influencer notre perception du mal. Êtes-vous prêt à découvrir ce que les siècles ont fait de sa légende, la légende dans l'ère moderne? Les cendres de Gilles de Rais s'étaient dissipées depuis des siècles, mais son nom résonne encore dans les esprits, transformé en un symbole intemporel du mal. Les récits de ses crimes, autrefois murmures dans les tavernes, ont évolué pour s'infiltrer dans la culture moderne, des livres aux écrans, façonnant notre compréhension des monstres humains. Au XIXe siècle, l'ère romantique redonna vie à Gilles de Rais. Des écrivains comme Victor Hugo et Joris Karl Huysmans s'emparèrent de son histoire, fascinés par la dualité d'un homme à la fois héros et criminel. Huysmans, dans son roman « Là-bas, mai 1891 », dépeint Gilles comme une figure tragique, déchirée entre sa foi et ses pulsions destructrices. Cette réinterprétation analysée par l'historienne littéraire Marina Warner transforma Gilles en un archétype romantique, le héros maudit prisonnier de ses propres ténèbres. Imaginez un lecteur du XIXe siècle feuilletant ces pages à la lueur d'une chandelle, frémissant à l'idée qu'un tel monstre ait pu exister. Cette fascination ne s'arrêta pas à la littérature. Au XXe siècle, les historiens et les psychologues commencèrent à disséquer la vie de Gilles avec des outils modernes. Les travaux de Georges Bataille dans son ouvrage « Le procès de Gilles de Rais » 1965 explorent de la tension entre sa gloire militaire et ses crimes. Bataille voit en Gilles un symbole de l'excès humain, un homme poussé à l'extrême par une société en crise. Les psychologues modernes, comme Robert Hare, identifient chez Gilles des traits de psychopathie, charme, impulsivité, absence d'empathie. Pourtant, ses confessions larmoyantes et son amour pour l'art suggèrent une complexité qui défie les diagnostics simples. Le cinéma et la télévision ont également exploité la légende de Gilles. Des documentaires comme ceux diffusés par la BBC dans les années 2000 présentent son histoire comme un mystère historique mêlant faits et spéculations. Des films d'horreur à petit budget, souvent produits en Europe, s'inspirent librement de ses crimes, transformant les salles sans portes en décors de cauchemars. Ces adaptations, bien que parfois éloignées de la vérité historique, montrent comment l'histoire étrange de Gilles continue de captiver un public moderne, avide de récits sombres. Les ruines de Tiffauges,
restent un point de convergence pour les curieux. Les guides touristiques locaux, profitant de la notoriété du lieu, racontent des histoires de fantômes et de malédictions, attirant des visiteurs du monde entier. Les fouilles archéologiques menées par des équipes comme celle de l'université de Nantes n'ont retrouvé que peu de traces des salles sans porte. Mais chaque découverte, un fragment d'os, un mur effondré, ravive l'intérêt pour Gilles. Imaginez un archéologue creusant dans la terre froide, se demandant si les murs qu'il touche ont été témoins d'horreurs indicibles. L'héritage de Gilles a également influencé la criminologie. Son cas, l'un des premiers exemples documentés de crimes en série, est étudié dans les facultés de droit et de psychologie. Les experts, comme le criminologue Stéphane Bourgoin, notent que Gilles préfigure les tueurs en série modernes, combinant charisme et cruauté. Cette perspective moderne invite à réfléchir comment une société peut-elle identifier et arrêter de tels monstres avant qu'ils ne causent qu'élastos des ravages. L'histoire de Gilles a aussi inspiré des débats éthiques. Les historiens comme Matei Kazaku se demandent si ces crimes ont été exagérés par l'Inquisition pour des raisons politiques. L'Église, en 1440, cherchait à réaffirmer son autorité face à une noblesse souvent rebelle. En condamnant Gilles, elle renforçait son pouvoir, tout en exploitant les peurs populaires. Cette manipulation soulève une question troublante. Et si une partie de la légende de Gilles était une construction? Dans la culture populaire, Gilles reste une figure ambiguë. Des jeux vidéo comme Assassin's Creed incluent des références voilées à son histoire, tandis que des groupes de musique métal s'inspirent de sa légende pour leurs paroles. Ces réinterprétations, bien que parfois sensationnalistes, montrent que Gilles continue de fasciner, incarnant la lutte éternelle entre le bien et le mal. Mais l'héritage de Gilles n'est pas seulement académique ou culturel. Les communautés autour de ces anciens domaines, comme Tifauge, portent encore les cicatrices de ces actes. Les récits oraux transmis de génération en génération parlent de familles brisées, de villages marqués par la peur. Une vieille femme interrogée dans un documentaire local en 2010 décrivit comment son arrière-grand-mère refusait de passer près du château, convaincue que les âmes des victimes y erraient encore. Ces témoignages, bien que non vérifiables, rappellent que l'histoire étrange de Gilles est aussi celle de la douleur humaine. Si la résurgence moderne de Gilles vous intrigue, la prochaine étape de cette histoire étrange dévoile un secret final encore plus troublant sur l'impact de sa vie. Êtes-vous prêt à découvrir la dernière vérité cachée dans son ombre, la vérité finale dans l'ombre? Les siècles ont passé, mais Gilles de Retz reste une énigme, un miroir des ténèbres humaines. Derrière les récits d'horreur et les légendes se cache une vérité finale, si troublante qu'elle redéfinit l'homme et son époque. Cette vérité émerge des archives oubliées et des analyses modernes. Gilles, loin d'être un monstre isolé, était le produit d'une société en proie au chaos. Les historiens comme Barbara Tuchman décrivent le XVe siècle comme une période de violence et d'incertitude marquée par la guerre de 100 ans et les crises religieuses. Gilles, ayant connu la gloire sur les champs de bataille, fut brisé par la perte de repères après la guerre. Les documents de l'époque, comme les lettres de l'évêque Jean de Malestroit, suggèrent que sa chute financière, combinée à son obsession pour l'alchimie, précipita sa descente dans la folie. Imaginez un homme jadis acclamé, errant seul dans son château, hanté par des promesses de pouvoir surnaturel. Les analyses psychologiques modernes, comme celle de Carl Jung, offrent une clé pour comprendre cette vérité. Gilles incarnait l'archétype de l'ombre, la part sombre de l'âme humaine, libérée par un mélange de traumas de pouvoir
et de désespoir. Ces crimes, bien qu'atroces, reflétaient une quête désespérée de sens dans un monde où la guerre et la mort étaient omniprésentes. Les psychologues, comme Philippe Zimbardo, suggèrent que l'environnement de Gilles, une société où la violence était banalisée, amplifia ses pulsions destructrices. Cette perspective ne l'excuse pas, mais invite à réfléchir combien d'autres, dans des circonstances similaires, auraient pu tomber. Une découverte récente rapportée par l'historien Mateusz Kazaku ajoute une couche de mystère. En 1992, une commission ecclésiastique réexamina le procès de Gilles, concluant que certaines accusations, notamment celles de sorcellerie, étaient probablement exagérées pour servir les intérêts de l'Inquisition. Cette révision, bien que controversée, suggère que Gilles fut peut-être autant victime de son époque que coupable. Les témoignages de ses complices, comme Francesco Prelati, semblent avoir été manipulés pour aggraver son cas. Cette révélation choque, et si l'histoire étrange de Gilles était en partie une construction politique, pourtant, les crimes contre les enfants restent indéniables. Les archives du procès, conservées à Nantes, détaillent les témoignages déchirants des familles. Une mère raconta comment son fils, attiré par une promesse de travail, disparut dans le château de Tiffauges. Ces voix longtemps ignorées rappellent que l'histoire étrange de Gilles est aussi celle de la douleur humaine. Imaginez la détresse d'une communauté forcée de vivre à l'ombre d'un monstre qu'elle vénérait autrefois comme un héros. L'héritage de Gilles continue d'évoluer. Les ruines de Tiffauges, visitées par des milliers de touristes chaque année, sont un rappel tangible de son existence. Les guides locaux, bien que souvent sensationnalistes, perpétuent le mythe avec des récits de fantômes et de salles maudites. Les archéologues, comme ceux de l'université de Nantes, ont retrouvé des fragments d'objets, des chandelles, des outils, qui pourraient être liés au rituel de Gilles, mais les salles sans porte restent insaisissables, comme si elles refusaient de livrer leurs secrets. Dans la culture moderne, Gilles inspire encore des débats. Des séries documentaires, comme celle de Netflix sur les tueurs en série, le comparant à des figures comme Ted Bundy, soulignant son charisme trompeur. Cette fascination, analysée par le criminologue Stéphane Bourgoin, montre que Gilles reste une figure universelle, un avertissement sur les dangers du pouvoir, sans contrôle. Les artistes des peintres aux musiciens continuent de s'inspirer de son ambiguïté, créant des œuvres où héros et monstres se confondent. La vérité finale sur Gilles réside peut-être dans cette ambiguïté. Il n'était ni un démon surnaturel, ni une victime innocente, mais un homme déchiré par ses contradictions. Les chroniques de l'époque, comme celle de Jean Chartier, décrivent un homme capable d'actes héroïques et d'atrocités inimaginables. Cette dualité plus que ses crimes est ce qui rend son histoire si captivante. Elle nous force à regarder nos propres ombres, à nous demander ce qui sépare un héros d'un monstre. Si cette histoire étrange vous a bouleversé, partagez-la pour révéler les secrets cachés de l'histoire. Aimez, commentez et dites-nous ce qui vous a choqué le plus. Suivez pour découvrir d'autres récits troublants.